Bah oui, je pense que je vais aller à l'essentiel. Parce que c'est vrai que l'objectif de cette journée, c'est d'échanger. Donc je suis là pour vous présenter mes recherches et en particulier un papier de recherche. Mais ce papier de recherche, il est en open source dans une revue. Donc vous pouvez y avoir accès. Et donc je pense que je vais passer un peu plus vite que prévu sur le papier de recherche pour qu'on ait plutôt le temps de la discussion. Donc moi, je suis là pour vous parler effectivement de créativité et notamment de créativité organisationnelle. Ça ne marche pas. Voilà, donc moi, mes principaux axes de recherche, Maud vous l'a dit, moi je viens du monde de la gestion. Donc effectivement, on fait un grand écart là entre nos deux présentations, mais je travaille énormément avec les écoles d'art et les écoles d'ingénieurs. Hein. Je suis sur des projets qui sont très liés à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité. Donc voilà, je travaille régulièrement avec l'école d'art. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, mes principaux axes de recherche, hein, c'est sur l'intégration stratégique du design dans les petites entreprises. Ça, c'était plutôt mes travaux doctoraux. Et puis ensuite, tout ce qui est lié au management de la créativité en PME, les dynamiques créatives de territoire, ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et puis toutes les questions liées à l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est quelques papiers que j'ai publiés et on va notamment aujourd'hui se centrer sur celui qui a été publié en 2016 dans Management sur le lien entre créativité organisationnelle et territoire créatif. Alors, première intérêt, je pense, de notre débat là aujourd'hui, c'est de resituer un petit peu les termes. Effectivement, hein, tout à l'heure Bernard a posé son regard sur la différence entre création et créativité, avec un regard effectivement d'artiste. Moi, j'ai un regard qui est plus gestionnaire sur la créativité, que je vais mettre en lien avec l'innovation qu'on a plutôt abordée ce matin. Donc effectivement, pour nous gestionnaires, la créativité, c'est quelque chose qui vient bien en amont de l'innovation et on est de plus en plus nombreux à essayer de bien distinguer ces deux phases et de ne pas utiliser innovation à tout va quand on parle de créativité et de ne pas mélanger créativité et innovation. Donc effectivement, hein, la créativité, c'est ce qui vient avant, c'est le monde des idées, c'est le monde cognitif, etc. Hein. Et puis, ça aboutit ou pas, cette idée créative, à une invention. Et puis la deuxième phase, c'est qu'effectivement, on va avoir la décision économique de mettre sur le marché cette invention, et c'est à ce moment-là que démarre l'innovation. Donc on est bien sur deux mondes différents, hein, l'innovation qui est le monde technique, industriel, qui est lié à une décision commerciale, pragmatique, et qui n'est plus du coup la créativité. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler du monde des idées, en tout cas dans mon intervention, hein, du monde de la conception et des idées, plutôt que de l'innovation. Ça me semblait important, mais puis ça explique également hein, que, effectivement, la créativité, on n'a pas de retour sur investissement facilement mesurable. C'est pas évident de dire à un chef d'entreprise, à un manager, ben, on va faire ce séminaire créatif et puis on va produire ça. Donc ça fait un peu peur aux organisations, aux institutions publiques, la créativité, alors que l'innovation qui se mesure par des brevets, etc., c'est plus rassurant. Voilà, donc je pense que ça, c'était important de le repréciser. Et je pense également que dans le monde de la gestion, la créativité, ça fait appel et ça fait référence à des notions de de faire ensemble, d'essayer de faire émerger des choses différentes parce qu'on fait ensemble, parce qu'on fait autrement, parce qu'on croise nos univers. Hein, c'est la question de la fertilisation croisée. Donc voilà, c'est peut-être des notions qui s'éloignent un petit peu de ce qu'on a pu voir dans le monde artistique et qui, moi, me semblent importantes. Ces notions de faire ensemble, de et d'inter qui sont derrière. Je reviens en arrière. Alors, la créativité organisationnelle, c'est plutôt mon champ, mais forcément, quand on parle de créativité organisationnelle, on est obligé de faire un détour par la créativité individuelle, par tout le travail qui ont été fait, notamment par les psychologues et notamment par Amabile, sur l'individu créatif, etc. Et puis ensuite de comprendre pourquoi et comment cette créativité peut se déporter sur l'organisation.
Alors rapidement, hein, la créativité individuelle, pour nous, dans le monde de la gestion, et puis issue du travail des psychologues, hein, c'est une caractéristique de l'homme, effectivement. On pense que seule une personne peut être jugée créative. Alors ce matin, on a un petit peu abordé avec certains la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que les machines peuvent apprendre, etc. Alors mes collègues informaticiens me disent oui, oui. Voilà. Nous, on reste sur l'idée que c'est quand même plutôt une caractéristique humaine, la créativité. Elle appartient, je vous l'ai dit, hein, tout de suite au monde cognitif, au monde des idées. Et donc voilà, c'est l'idée d'apporter, de repérer un problème et d'apporter une réponse sous forme d'idée, et non pas forcément d'un objet ou d'une réponse complète. Alors, comment, hein, sur la question du processus, l'objectif d'un individu créatif, c'est d'identifier des tensions conceptuelles entre ce qui se fait, ce qui existe et ce qui pourrait se faire. Et pour ça, il va pouvoir choisir deux chemins, ou explorer de nouvelles idées. Donc là, on est vraiment un peu dans le Eureka, qui est un peu fantasmagorique à mon avis, hein. Ou alors dans l'exploitation d'idées existantes par le croisement inédit de ces idées. Et donc, je rejoins complètement là-dessus ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Ça vient pas comme ça, la créativité, c'est parce qu'on a une histoire, c'est parce qu'on a un passé, c'est parce qu'on a un vécu, parce qu'on a plein de choses en nous qu'à un moment donné, on arrive à se croiser des mondes qui n'étaient pas évidents, à se faire croiser des champs, des univers qui vont amener quelque chose de nouveau. Donc je suis complètement d'accord avec ce point de vue-là, hein, qu'effectivement, parfois on a le Eureka, mais c'est pas si souvent que ça. Alors effectivement, le processus créatif théorique, hein, nous, tel qu'on le perçoit, c'est qu'il y a à la fois une motivation nécessaire de l'individu, une motivation intrinsèque, extrinsèque, hein. Il y a beaucoup de travaux des psychologues là-dessus. Est-ce que vraiment l'individu, si on le rémunère, ça suffit pour qu'il soit plus motivé et plus créatif? Certainement pas. Il y a plein de questions de motivation intrinsèque. Il y a la question de l'expertise dans le domaine. Il faut avoir un certain background, il faut avoir des références, etc. pour pouvoir être créatif. Et puis, il y a les capacités, les processus créatifs, toute la formation auquel on peut avoir eu accès qui va permettre ça. Et donc, il y a différentes étapes, l'identification du problème, l'inspiration, la préparation, la génération de la réponse, la validation et la communication, hein, qui évidemment est extrêmement importante, faire partager aux autres. Et c'est vrai que quand on discute avec des gens qui sont dans ce monde-là plutôt économique, moi, à chaque fois, j'ai aimé une réponse qui m'a dit « mais la créativité, c'est 51% minimum de méthode et de rigueur et 49% maximum de Eureka ». Il n'y a pas de Eureka s'il n'y a pas la méthode, s'il n'y a pas la rigueur. Et ça rejoint complètement la question de la sérendipité, hein, qui commence à être un peu à la mode, là, de dire, effectivement, ça ne vient pas comme ça. On a plein de choses derrière qui font qu'à un moment donné, on arrive à avoir une idée géniale, une idée créative. Mais voilà, donc ça, ce rapport au temps, hein, qui a beaucoup été discuté dans la journée, je pense qu'il est extrêmement important. C'est parce qu'il y a toute une histoire, il y a tout un temps qui est passé, qu'à un moment donné, on peut avoir cet Eureka. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on partage un petit peu, quels que soient nos univers artistiques, gestionnaires ou des sciences. Je pense que ce rapport au temps, ça doit être un des points forts de la journée, parce que c'est une réalité. Alors ça, c'est le processus théorique. Quand on demande à des gens, à des créatifs dans des agences de nous représenter leur processus créatif, on est plutôt sur quelque chose de ce type-là, hein, qui correspond moins à la réalité, mais qui reste quand même très intéressant. Voilà. Il y a la théorie et il y a la réalité qui ne s'expriment pas toujours de la même manière. Donc ça, c'était un petit détour sur la créativité plutôt individuelle. Moi, je suis plus là pour vous parler de mon champ, qui est plutôt la créativité organisationnelle. Donc, est-ce qu'on peut dire, je vous ai dit tout à l'heure, finalement, c'est lié à un individu, c'est une caractéristique humaine, la créativité. Alors, comment on peut glisser sur une créativité organisationnelle? Une organisation, c'est un groupe d'individus. Donc, en fait, l'idée, c'est de passer à une dimension plus collective de la créativité quand on est sur la créativité organisationnelle.
Alors, il y a beaucoup de choses sur mes slides, mais prenez juste l'essentiel. C'est mon mauvais côté de chercheur, ça. Donc, une première définition qui est que la créativité, donc c'est un processus qui amène proposition, développement de nouvelles idées potentiellement utiles à l'organisation. Et je pense que le mot potentiellement est important. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure sur la différenciation avec l'innovation. Là, on n'est pas forcé de mettre sur le marché au niveau de la créativité. Les idées, c'est les matières premières de l'innovation. Ce n'est pas l'innovation, ce sont des matières premières. On va capter les idées qui vont être plus porteuses que d'autres, éventuellement. Voilà, donc c'est des façons de voir le futur, de mobiliser des champs de compétences, de les croiser de manière particulière. Alors, j'ai essayé de... Alors, je ne dis pas je d'ailleurs, hein, c'est un travail qui a été réalisé avec ma co-auteure qui est Bérangère Chostac, voilà, qui est à Lyon 2. Donc tout ce travail, c'est notre travail, c'est pas le mien. Donc avec un gros travail de synthèse des définitions de la créativité qu'on a pu trouver. Et donc tous ces auteurs nous montrent que, voilà, je vous le fais les deux en même temps. Donc on a regroupé... Des termes dans ces définitions. Donc le premier groupe de définitions parle de réponses nouvelles, d'engagement, de processus, d'engagement individuel. Ça, c'est le haut du triangle. Le deuxième, c'est plus tout ce qui est lié à l'environnement, aux pressions, à la construction sociale, au contexte. Ce sont toujours des termes qu'on retrouve également dans les travaux sur la créativité organisationnelle. Et le troisième pan que l'on retrouve de manière fréquente, c'est tout ce qui est lié à la dynamique, aux crises, à la dynamique temporelle, à la place des individus dans ce processus plus ou moins organisé. Donc on a synthétisé tout ça de cette manière-là. C'est que la créativité organisationnelle, finalement, elle est liée à 3 facteurs endogènes, à 3 piliers. L'engagement de l'individu créatif, qui est extrêmement important. Le facteur environnement, il y a un contexte qu'il faut prendre en compte quand on est dans des logiques de créativité organisationnelle. Et puis, troisième élément, c'est la dimension temporelle, c'est la capacité de l'organisation à se renouveler, à accepter de subir des crises et à les gérer et à en tirer quelque chose. Donc voilà, la créativité organisationnelle va reposer sur ces 3 piliers, l'engagement d'un individu ou de plusieurs individus créatifs, mais aussi des dirigeants, hein, dans le cas des entreprises, le facteur environnement-contexte et le facteur crise, capacité de l'entreprise à se régénérer et à se renouveler. Ce qui nous a amené finalement à retenir cette définition qui est que la créativité organisationnelle, c'est un processus de création et de captation d'idées de valeur et non de valorisation des idées, ce qu'ont mis en avant Carrier et Gélinas dans leur ouvrage. Hein. La valorisation des idées, c'est l'innovation. Et la création et la captation d'idées de valeur, là, on est sur de la créativité organisationnelle, de valeur pour l'organisation, bien entendu. Hein. Alors ça, c'est la première partie sur laquelle je voulais qu'on repose un petit peu les définitions. Et puis le deuxième pan de mon travail, c'est sur le territoire créatif. On disait qu'effectivement, la notion de créativité, on la prend un peu à tout va. C'est un mot qu'on utilise un petit peu partout. On l'utilise aussi pour le territoire, effectivement. Territoire créatif. Donc là, c'est une photo de la Cité du Design à Saint-Étienne, hein, avec les bâtiments de l'ancienne manufacture d'armes qu'on l'on voit également. Donc il y a effectivement eu une volonté très forte à Saint-Étienne de renouveler l'économie par le design et par la créativité. Alors le territoire créatif, il vient d'un courant économique, dit de l'économie dite créative, hein, avec tous les travaux de Florida, etc., où on a reconnu l'importance des artistes dans la société et dans la société économique. Donc le territoire créatif, ce sont des espaces où on va créer des connaissances qui peuvent être scientifiques, industrielles, symboliques, très larges. Donc en fait, ce sont des territoires où on va regrouper des individus variés, des universités avec leurs laboratoires de recherche, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des institutions, des médias, etc. Et on espère qu'en regroupant tous ces gens-là, on va réussir à faire cette fertilisation croisée, à se faire se croiser ces mondes pour que les gens, les individus, le territoire globalement soient plus créatifs. Voilà, donc un système autopoïétique qui se renouvelle lui-même en permanence. Alors,
on a des collègues québécois qui ont beaucoup travaillé là-dessus à HEC Montréal en économie et qui ont développé le territoire créatif en essayant de le distinguer du territoire innovant. Donc je vais vous passer un petit peu ça, hein. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'effectivement la différence, c'est le degré d'intensité du lien entre les institutions et le marché, mais on va passer un petit peu là-dessus. Ce qui est intéressant de retenir de leur travail, c'est qu'ils distinguent 3 niveaux. Donc tout à l'heure, on avait 3 composantes de la créativité organisationnelle. Il y a également 3 niveaux dans le territoire créatif. Donc ça, c'est basé sur les travaux de Florida et beaucoup d'autres d'études qui ont été faites à Barcelone, à Montréal, etc. Notamment dans les jeux, dans le monde des jeux, dans le monde du numérique et des jeux vidéo. Donc 3 niveaux importants à repérer dans un territoire créatif et qui sont absolument indispensables. Il faut les 3 pour qu'on puisse parler de territoire créatif. Un premier niveau qui est l'upper ground, qui est toute la partie visible, les grandes entreprises, les institutions, les métropoles, etc., qui vont soutenir et être en accord avec ce territoire créatif. Donc tout ce qui est visible et reconnu dans les secteurs de la technologie, de l'art, de la culture, de l'éducation, etc. À l'opposé, on a ce qu'on appelle l'underground, où là, on est plus sur des individus isolés, artistes, etc., qui vont évoluer sur ce territoire, mais de manière assez informelle, assez confidentielle, qui ne recherchent pas forcément la valorisation, la reconnaissance, mais qui sont des sources, effectivement, de création et peut-être de créativité assez forte. Et puis, leur travail a montré un niveau intermédiaire extrêmement important qu'ils ont appelé le middle ground, qui est des collectifs, des associations, on parlait de la Friche Belle de Mai, je pense qu'on est complètement là-dessus, des regroupements qui vont permettre de mettre en lumière les individus de l'underground qui ont envie de l'être et qui vont faire ce lien, qui vont servir d'intermédiaire entre l'upper et l'under à travers des événements, des expos, des concours, des projets qui vont être ouverts aux deux niveaux du territoire. Donc ce niveau du middle ground est extrêmement important pour qu'il se passe quelque chose sur le territoire. Alors d'autres recherches ont montré que il fallait l'existence d'agents légitimes, ce qu'on appelle un peu des gatekeepers actuellement, pour permettre de la perméabilité entre les 3 niveaux, que ces frontières puissent se passer facilement, faire circuler les idées, faire se connaître les acteurs, etc. Et puis, la place des entreprises dans tout ça, c'est qu'elles peuvent décider d'entrer ou pas sur un territoire créatif. Elles en font parfois partie géographiquement, mais ce n'est pas parce qu'elles en font partie géographiquement qu'elles font partie de la dynamique du territoire créatif. Donc, c'est parce qu'elles s'engagent dans un concours, dans un événement qui est proposé par le Middle Ground, par exemple, qu'elles vont entrer dans cette dynamique de territoire créatif. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on savait. Et puis, nous, on a voulu s'interroger sur la nature du lien entre le territoire créatif et la créativité organisationnelle. En gros, notre question, c'était, c'est bien joli, il y a le territoire créatif, on nous dit que c'est super, que c'est utile, mais concrètement, est-ce que ce territoire créatif nourrit la créativité des entreprises et des organisations? Et si oui, parce qu'on savait qu'a priori oui, comment? C'était surtout la nature de cette influence qui nous a intéressés. Donc voilà, c'est ce papier que vous pouvez trouver sans difficulté. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est vraiment en danger sur le fait que toutes les revues quasiment sont privatisées, appartiennent à des grosses bases quelques grosses bases de données qui coûtent très cher aux universités et qui limitent l'accès à la diffusion et à la recherche. Et cette revue est en open source, n'appartient pas à tout ça, et donc je la défends fortement. C'était mon petit message politique. Bon, voilà, donc vous pouvez y avoir accès, et c'est pour ça que je vais passer un peu vite pour laisser le temps au débat, parce que il y a beaucoup de choses dans cet article, et voilà, vous pouvez aller le lire tranquillement, c'est peut-être le mieux. Donc là, notre question de recherche, c'était vraiment ça, comprendre cette nature de l'influence du territoire créatif sur la créativité organisationnelle en croisant, je vous l'ai expliqué, les 3 composantes de la créativité organisationnelle avec les 3 niveaux du territoire créatif.
Bon, alors je vous passe la logique conceptuelle, on revient sur tous les aspects théoriques, hein. Donc, simplement pour vous expliquer, on a suivi de A à Z un concours qui était proposé par Saint-Étienne Métropole, qui a impliqué des clusters, des designers indépendants, des PME. Voilà, c'était dans le cadre d'une redynamisation du territoire, etc. Donc on a fait, voilà, on a interviewé tous les acteurs, les dirigeants, les designers, etc. pour comprendre tout ce qui se passait autour de ce concours. Donc notre idée, hein, c'était vraiment ça, c'était de comprendre ce lien entre le territoire créatif et puis ce concours qui était organisé, qui impliquait des designers, des clusters et des dirigeants d'entreprises. Voilà, donc il y a eu 4 lauréats à ce concours. Je vous les présenterai après. Et qu'on a suivis et qui ont été accompagnés. Donc l'idée, en fait, c'était que Saint-Étienne Métropole finançait le travail des designers auprès des projets de clusters et d'entreprises. C'était un financement et un accompagnement aussi plus général du déroulé du travail, de la question de la propriété intellectuelle. Donc il y avait plusieurs aspects qui étaient pilotés par Saint-Étienne Métropole pour accompagner tout ça. Donc, je vous le disais, il y a quelques éléments où on avait des réponses. On sait que oui, le territoire créatif influence la créativité organisationnelle parce qu'il est construit et géré, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont poussés à être plus créatifs. On leur propose des espaces pour ça, on leur propose des événements. Voilà, la question, c'était la question de l'influence. Très rapidement... Bon, Saint-Étienne, vous situez à peu près à côté de Lyon, bien sûr, une région qui a beaucoup souffert économiquement. Alors, il y a une période très, très faste à Saint-Étienne. C'était la période d'Étienne Mimard, c'était la période des Guichard qui ont créé Casino, c'était Manu France, c'était la manufacture d'armes. Donc, il y a une période très faste, très technique à Saint-Étienne. Et puis voilà, comme dans beaucoup d'endroits, hein, dans les années 60, ça a commencé à diminuer, fermeture des mines, forte dépendance avec des donneurs d'ordre, perte d'emploi maximum, difficulté des sous-traitants. Donc il y a une volonté politique très claire de modifier la dimension économique du territoire stéphanois et ils ont misé sur le design, sur la créativité en particulier pour essayer de renouveler ce territoire. Donc aujourd'hui, ça a pas mal fonctionné. Il y a la Biennale la Cité du Design qui est importante avec la Biennale du Design. Il y a le label Ville créative de l'UNESCO. Hein. Saint-Étienne est une ville créative design de l'UNESCO. Donc il y a tout un potentiel artistique, culturel qui est lié. Donc c'est intéressant en tant que chercheur d'aller voir si la volonté politique fonctionne, si le discours politique et ce que ça donne sur le terrain en allant interviewer les dirigeants d'entreprises, etc. et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc notre travail, c'était du qualitatif. On a parlé pas mal de quantitatif ce matin, on a un peu critiqué. Hein, donc un travail qualitatif avec beaucoup d'heures d'entretien qu'on a fini quand même par coder avec un logiciel d'analyse qualitative, hein, donc un logiciel qui analyse les verbatims, on lui rentre tout le texte et puis on fait tourner tout ça pour essayer de croiser les verbatims en les faisant entrer dans des nœuds. Voilà, donc il y avait toute une méthodologie assez lourde qui nous a été bien imposée par la revue, mais qui effectivement a donné des choses intéressantes. Au final, donc ça c'est pareil, hein, je vous laisse aller, ceux qui sont intéressés, voir dans l'article parce que la méthodo est assez lourde, effectivement. Donc il y avait 4 cas qui ont été observés. Un cas de tissu lumineux, hein, où les designers on avait une technologie du cluster pôle optique Rhône-Alpes, sur des toutes petites LED, et puis on travaillait avec les designers sur ce qu'ils pouvaient faire de ces tissus lumineux. Deuxième lauréat, c'était un patch RFID du cluster Numelink, une espèce de carte numérique multiservice. Troisième projet, c'était une aire de jeu intergénérationnelle, les grands-parents, les enfants. Donc ça, c'était le pôle Mécaloir, c'était la mécanique qui voulait travailler là-dessus. Et puis le dernier, c'est
Juan Forest, c'est plutôt des petits entrepreneurs. C'était notamment un menuisier qui était derrière cette idée sur une maison évolutive. Comment penser une maison qui évolue avec le handicap, avec la vieillesse, etc. Donc un gros travail avec les designers pour penser les espaces et les meubles en fonction de ça. Donc ça, ce sont les 4 cas lauréats que l'on a suivis. Bon, alors l'aire de jeu l'était pas, mais on l'a suivi également. Bon, je vous passe les tableaux. Donc ça, c'est les nœuds. Enfin, c'est toute la partie méthodologique que l'on a faite, ce qu'on a fait entrer. Les nœuds dans NVivo, c'est des thèmes en fait. C'est des verbatims qu'on va associer à des thèmes. Donc il y avait un thème sur l'identité professionnelle, le rôle dans le projet, la description et la mobilisation du réseau, sur l'engagement de l'individu, donc créativité organisationnelle, sur le contexte, l'environnement, on avait tout ce qui était lié au climat organisationnel, la confiance, tous les verbatims liés à la confiance, au degré d'ouverture, au risque et l'engagement dans l'entreprise. Capacité de renouvellement, donc cette capacité à gérer des crises, tout ce qui est l'acceptation de nouvelles idées, capacité à gérer des crises, capacité à apprendre aussi du projet. Et puis ensuite, les 3 niveaux du territoire créatif. Donc on a croisé tout ça. Ça nous a donné un certain nombre de verbatims. Donc, tu as remarqué qu'il y avait des choses qui ressortaient beaucoup et c'est là où on a effectivement validé le fait que le middle ground était extrêmement important et faisait vraiment ce rôle de courroie de transmission. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de verbatims qui étaient croisés avec le middle ground. Allez, on va passer pour arriver au résultat parce que le temps passe vite. Donc, en résumé, les résultats de l'article en résumé. Donc, c'est effectivement le middle ground impacte très positivement les 3 composantes de la créativité organisationnelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'upper ground, qui a un impact positif, mais assez variable selon les ressources et le temps. Et ce qu'on a montré, c'est que contrairement à beaucoup d'écrits, l'underground a plutôt un impact négatif. Donc, parce qu'on est sur du rôle très individuel, peu de collectif. Et donc ça, c'est effectivement un des résultats intéressants de notre travail, c'est qu'on remet un peu en cause ce qui est dit par d'autres chercheurs comme Florida, etc. Alors, qu'est-ce qui va influencer concrètement qu'est-ce que le territoire créatif fait concrètement qui va permettre de développer la créativité organisationnelle? Déjà, il produit un discours qui légitime. Donc ça, c'est extrêmement important de légitimer la question de la créativité, de légitimer au niveau local, national, ce qui se fait, de mettre en valeur. Il va allouer des ressources qui vont permettre de créer des opportunités de transformer les idées en projets, donc des ressources temporelles, des ressources monétaires, etc., tout un tas de ressources. Troisième action, c'est la mise en œuvre de projets de collaboration entre les acteurs. Donc, il va donner des espaces, il va permettre ces croisements géographiques et cognitifs. Et puis enfin, il y a toute la question de la protection de l'idée, la création d'un environnement de confiance pour gérer la question de la propriété intellectuelle qui est vraiment extrêmement importante dans ces projets. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Puis quand ça commence à marcher, ça se cristallise sur cette question. Et donc, voilà, le fait qu'il y ait des institutions, qu'il y ait l'upper ground qui est là, qui donne confiance, qui aide à travers ce territoire, ça permet de calmer un peu les tensions sur la question de la protection de l'idée et la protection intellectuelle. Donc ça, c'est important. Alors, on a discuté tout ça sur un certain nombre de points, comme dans un article de recherche classique. Donc, on reprend un petit peu nos résultats par rapport à ça, notamment orienter le contenu. Le rôle du middle ground extrêmement important, c'est d'orienter le contenu du projet, la forme des relations entre les acteurs, et puis de décentrer les crises, d'éviter les tensions. Ça, c'est pareil, je vous laisserai aller lire en détail. Tout ça, avec un dernier point qui me semble intéressant sur l'open innovation, c'est très à la mode avec les travaux de Chesebrough, etc. Nous, on met un frein à ça, on dit l'open innovation, c'est bien joli, s'ouvrir en permanence, c'est pas tout à fait la réalité. L'intérêt d'un territoire créatif, c'est qu'on peut décider d'y entrer, mais aussi d'en sortir. Et donc, cette question de l'open innovation, oui, mais contrôlée. C'est-à-dire que oui, c'est bien de s'ouvrir aux autres, d'aller chercher de l'inspiration, de partager, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi valoriser ça et donc prendre du recul, se retirer un petit peu de ce territoire créatif et de valoriser. Et ça, je pense que c'était également quelque chose d'intéressant.
Alors à creuser, parce qu'on est aussi là pour débattre. Alors évidemment, moi j'ai ma casquette de chercheur en gestion, mais quand même, à débattre sous toute la question des lieux, des occasions de collaboration créative. On en a un petit peu parlé ce matin avec Catherine Fécrane qui est plus là. La question des tiers-lieux, du coworking. Moi j'ai fait un travail là tout récemment sur les NetUp, sur la création d'entreprises en réseau dans ces lieux-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à aller explorer. Dans cette voie-là. L'influence du territoire créatif sur les grandes entreprises, voire de l'upper ground, ça n'a pas du tout été fait. Toute la question de l'enseignement de la créativité, on est nombreux ici à avoir organisé, participé à des séminaires pour nos étudiants. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a la question du long cours qui est, à mon avis, à poser? Donc voilà. Les formes d'accompagnement spécifiques à l'entrepreneuriat créatif aussi, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de pépinières, des friches, des associations. On est sur des questions d'entrepreneuriat créatif. Est-ce qu'on accompagne un artiste entrepreneur comme un autre entrepreneur? Comment on fait? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Et puis, sur la question de la propriété intellectuelle dans les projets collaboratifs, quid des communs? N'est-ce pas, Maud? C'est un projet qu'on a ensemble. Effectivement, quand on crée des communs, comment on les gère? C'est une grande question. Donc voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus rapide que prévu. Merci de votre attention. Et puis surtout, voilà, l'idée, c'est d'échanger et de débattre.